ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est l'unité la plus chargée que j'ai eu à commander. Ici, nos délinquants sont armés, ils sont régulièrement armés et on a souvent des utilisations des armes par les délinquants lors des faits de violence à main armée, etc. Contact feu. Progresse. Assaut. Stop. Donc, je suis le capitaine Michel, affecté à l'escadron 13/5 de Satonécan et je commande le peloton d'intervention. Je suis arrivé cet été au sein de l'unité et voilà, je suis marié et papa d'une petite fille de 10 mois. Dans quelques jours, on va partir en Guyane pour la mission Harpie pendant plus de 4 mois, 19 semaines. Donc effectivement, c'est intense, notamment pour nos familles qui le vivent et qui sont à distance. On s'y habitue parce que on l'a choisi et c'est un métier excitant, on vit plein de belles expériences très diverses, uniques. C'est une semaine de préparation où on revoit les fondamentaux du combat, essentiels à la mission Harpie, à la mission en forêt, où également on revoit le cadre légal spécifique à notre mission. Voilà, c'est vraiment une semaine de préparation pour finalement nous faciliter notre arrivée, le bon déroulement de la mission. Alors, moi je m'appelle Samuel, je suis élève gendarme nouvellement affecté à l'escadron 13/5 au peloton Bravo, donc 13/5 de Satonécan. J'ai été affecté à compter du 11 décembre 2023, donc ça va faire un peu moins d'un mois. Donc je prends petit à petit mes marques et voilà. Alors moi, au niveau familial, je suis fiancé, donc je vais me marier au retour de mon déplacement en Guyane. La gendarmerie, ça s'est révélé à moi parce que c'était un métier qui avait du sens. C'était un métier où il y avait des résultats concrets par rapport à notre action. Ce sera mon premier déplacement en tant que gendarme mobile,
Mais dans ma vie privée, j'ai énormément voyagé, j'adore ça. Donc la forêt aussi dense et la jungle comme ce qui est en Guyane, je ne connais pas du tout, ça sera tout nouveau pour moi. Forcément, il y a une petite appréhension, comme c'est un milieu qu'on ne connaît pas, des conditions qui ne sont pas faciles. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette forme d'excitation de partir dans un environnement qui est hostile et c'est une découverte que j'ai hâte de faire. On y va tous de cœur joie. Et rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Et bravo Beckera. On n'arrive pas sous la. On y va tous de cœur joie. Rien ne nous arrêtera. Bravo Beckera. Je suis l'adjudant Guyon François de l'escadron 13/5 de Satoné-Camp. J'y suis affecté depuis avril 2021 en tant que chef de groupe au peloton Alpha et j'occupe aussi les fonctions de président de la coopérative de l'escadron 13/5. La coopérative, c'est tout ce qui va être attrait à la cohésion de l'unité avec l'amélioration par exemple du repas de Noël, des cadeaux d'arrivée, des cadeaux de départ. Alors, ils viennent tout le temps dire bonjour en plus. C'est improbable. Excusez-moi. Tu vas bien? Excusez-moi d'y déranger. Ça va toi? Ouais, t'es beau toi. Ouais, c'est ça. Dès qu'on a eu la mission, on en a vachement discuté au niveau du peloton, donc tout ce qui pouvait me revenir à l'esprit, je leur ai dit. Et surtout qu'on se rappelle beaucoup de choses qui ont pu nous manquer quand on part en forêt, par exemple des sacs qui soient bien étanches, ou des petites choses pour en fait améliorer notre confort. Ne serait-ce que d'avoir une petite lampe qu'on peut acheter à Decathlon, c'est vachement pratique pour le soir. Pour aller, vu qu'on se lave principalement dans les fleuves qui sont avec nous, d'avoir bien une petite cordelette au niveau du savon pour ne pas pouvoir le perdre. Toutes ces petites astuces-là en fait, qui peuvent revenir pour pouvoir en fait, donner le maximum d'éléments aux jeunes pour qu'ils puissent y aller dans de bonnes conditions et pas se faire avoir en ayant oublié quelque chose qui aurait pu être très important pour eux. Dans l'unité, on est beaucoup en déplacement, donc s'il n'y a pas de cohésion, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, ça peut paraître beaucoup plus long. Donc le mieux c'est de travailler dans de bonnes conditions avec le sourire et la cohésion pour ça est à mon sens primordiale. Un mot pour ma famille, voilà, leur dire et leur rappeler qu'ils vont me manquer, ça c'est une évidence et tout simplement leur dire que je les aime quoi. Déjà, je suis très content de partir, donc il faut que vous sachiez que je suis content de partir et quoi qu'il se passe là-bas, je vais profiter pleinement de mon expérience et que j'ai hâte de les retrouver au retour. Bah écoute, 4 mois ça va être long, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de pouvoir revenir auprès de toi après ces 4 mois de jungle. Voilà, on décharge tout le matériel de l'escadron, tout le matériel qu'on a emporté de métropole qui va nous être utile sur la mission, les bagages, les valises. Il y a du matériel électronique, donc tout ce qui est ordinateur, etc. qui vont être utiles pour les gradés. On a tous nos valises personnelles avec le matériel qu'on a pu emmener.
Et les sacs maintien de l'ordre où on a du matériel de dotation spécifique au maintien de l'ordre. On doit pouvoir tout faire. La Guyane a énormément d'enjeux, c'est un territoire donc sud-américain, c'est sa spécificité, hein, qui est vraiment intégré au continent sud-américain. La Guyane est traversée de flux de population, de matériel. Au milieu de tous ces flux, il y a de la délinquance qui profite du fait que la Guyane est le territoire le plus riche d'Amérique du Sud pour y prospérer. Alors, le PIB de la Guyane, c'est 3 fois le PIB par habitant du Suriname, c'est 2 fois celui du Brésil, donc il y a une véritable richesse. En revanche, la Guyane est également, et c'est paradoxal, mais un territoire pauvre. C'est par exemple la région, une des régions les plus pauvres d'Europe. La Guyane, c'est un territoire extrêmement riche en or. Cet or, qui se vend aujourd'hui à peu près à 60 € le gramme sur les marchés, évidemment, rapporte beaucoup d'argent à ceux qui l'exploitent légalement, mais évidemment illégalement, et c'est le sujet évidemment de la lutte contre l'orpaillage illégal. Mon premier souhait, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Ça, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi, hein, qui pourrait aussi me préoccuper, parce que comme on a pu l'évoquer, la jungle, enfin la forêt, c'est un milieu hostile. Donc oui, j'ai ça en tête. Je sais que durant ces missions, on est tous ensemble, on est dans des conditions pas faciles. On est tous très loin de nos familles, donc ça resserre forcément les liens, et c'est dans ces moments-là qu'on apprend à se connaître bien les uns les autres. Les gendarmes mobiles sont projetés en Guyane, mais il y a plein de missions très différentes. Mais la mission Harpie, je pense que, sans me tromper, que c'est la mission la plus rustique, où effectivement les militaires partent vraiment dans la forêt amazonienne, et parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Même si on vit des événements compliqués, c'est aussi ça la gendarmerie mobile, on s'en sortira renforcé, et avec une expérience supplémentaire qui nous aidera dans nos prochaines missions. J'ai hâte de passer des moments avec eux, d'être dans le dur avec eux, de découvrir ce nouveau terrain qu'est la Guyane avec eux. Ça sera une bonne expérience, et je sais qu'on va rentrer avec plein de souvenirs en tête. On forme les gendarmes mobiles, entre autres, lors des stages forêt, donc tout ce qui concerne la vie en forêt, l'évolution, la topographie, enfin voilà, tout ce qui consiste, tout ce qui comporte la mission forêt. On a également les stages quad, les stages pirogue, donc voilà, donc c'est quand même un gros volet de formation.
On part au stage forêt avec l'antenne GIGN qui va durer 4 jours et ils vont nous apprendre les bases pour pouvoir être dans les meilleures conditions en forêt. On a hâte, donc peu importe ce qu'ils vont nous faire faire, on va le faire et puis c'est pour nous après. C'est bon. Donc nous sommes arrivés ce matin à 7 h au Carbet Blanca. Carbet qui est un site d'instruction pour les gendarmes mobiles où ils effectuent un stage d'initiation en forêt équatoriale. Ce stage se déroule sur 3 jours. Aujourd'hui, principalement, nous allons voir avec eux les connaissances élémentaires tactiques, la connaissance de la vie et survie en forêt équatoriale. Et on va voir également tout ce qui est le milieu, les premiers éléments du milieu aquatique. Et du corps, donc je vais venir placer ma main sous la fesse. Et ma deuxième main, elle tient la pirogue, parce que si je lâche avec le courant, je ne vais pas être bon. Et une fois qu'on est placé, là il y en a un qui prend le commandement, à droite on y va, ok, 1, 2, 3, hop, et là on pousse. Non, non. Alors, allez. Allez, ouais. Allez, 1, 2. Allez, bon. Voilà. C'est un beau tirage. Alors ce matin, dans un premier temps, ils nous ont expliqué les pirogues, les moteurs, etc., les bases de tout ce qui est moteur dans les pirogues, quelle essence on met, comme les coupe-circuits, comment on utilise le moteur. Par la suite, ils nous ont fait une démonstration et ils nous ont expliqué comment aborder une pirogue pour le contrôle. Et après, on a fait un peu de secourisme, donc comment remonter une personne sur une pirogue, comme ils sont en train de faire là derrière, une personne sur une pirogue qui serait inconsciente et à l'eau. Moi, je suis passé là en tant que victime et mes camarades sont très bien débrouillés, ils m'ont bien sorti de l'eau, ils m'ont bien fait tout ce qu'il fallait, ils ont appliqué tout ce qu'il fallait faire et du coup, ça s'est très très bien passé. Et aucune douleur, rien, nickel. Là, depuis ça se passe bien pour toi? Ça se passe très bien, c'est un peu dur, on est tout le temps mouillé. Donc ça, c'est un peu désagréable, mais on s'habitue. Et sinon, on a de la chance. Après, ça, c'est mon ressenti personnel. Je trouve qu'il ne fait pas encore trop chaud, donc on a de la chance à ce niveau-là. Et puis, comme on est souvent mouillé, donc c'est agréable. Donc jusqu'à présent, ça va. Je suis content d'être là et d'apprendre plein de choses. Wow. Faites des photos quand même. Comment vas-tu? Peut-être en gros plan. Partout là. Oui, c'est bien tout, mais... Attention à la machette. Alors Samuel, vous avez fait quoi là? Là, on a mis en œuvre la dérive. La dérive. Donc on avait un sac qui flottait grâce à la touque et la vulgaire qu'elle a créée et les sacs étanches. Et le but c'est de suivre le courant
pour économiser de l'énergie, de la force et parcourir une plus grande distance. Donc voilà, là on a mis en pratique. Et ça qui a été étanche alors? Bah on va voir, on va découvrir dès qu'on va ouvrir. En tout cas il a flotté. Après l'étanchéité, on va voir si le matériel est pas mouillé quand on va ouvrir. Alors le passage à l'eau effectivement permet de repérer l'aisance du militaire dans le milieu aquatique. Aujourd'hui avec l'escadron de Statonécan on n'a rencontré aucune difficulté. Ça permet également de les rafraîchir entre guillemets par rapport au climat chaud et humide que nous avons actuellement pour éviter les coups de chaleur. Tu vois déjà il est serré. Un nœud de chaise avec une corde, c'est un nœud qui est hyper facile à faire parce qu'à défaire, on a juste à casser le nœud. Là c'est de la sangle, c'est plus dur. On fait un petit atelier bivouac pour apprendre à monter notre bivouac dans la forêt guyanaise pendant nos missions et à dormir au sec, le monter rapidement pour pouvoir être réactif le soir et également le matin pour aussi le démonter facilement pour repartir en mission. Donc voilà, on apprend à reconnaître le terrain et surtout à trouver un endroit pas idéal mais propice pour la montée de notre bivouac. Ça fait partie, le fait de monter un bivouac correctement, ça fait partie de la mission et il faut savoir le faire et bien le faire. Alors François, le hamac il est fini là? Je pense, il faut que je vérifie juste mon hamac filet, j'ai l'impression qu'il est trop bas quand j'y mets du poids parce qu'une fois que je vais mettre à l'intérieur en fait ça va tout baisser. Donc mis à part peut-être c'est le hamac filet, je pense avoir fini. Et du coup tu fais partie des premiers à avoir fini là? Non, on doit être 2 ou 3 maintenant, avoir fini. Mais après, une fois qu'on finit, qu'on vérifie tout le matériel, il n'y a plus qu'à aider les copains autour en fait pour qu'on puisse finir à l'heure. Au final. Tac. Et là on refait. Ça a l'air de tenir mon système de la poubelle. Là normalement. Hop. Il n'y a plus qu'à éviter d'être sale normalement à l'intérieur, mais après refermer et c'est parti pour dormir. Et t'es confort là-dedans? Moi j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. Ça me dérange pas. Il faut aimer que ça bloque toujours un petit peu. Après ça reste un hamac, hein, ça... Voilà. Je vais vérifier mes nœuds moi. La gendarmerie de Guyane a en son sein plusieurs unités qu'on appelle isolées, c'est-à-dire des unités qu'on ne peut pas rejoindre par la route. Ça ne veut pas dire qu'évidemment il n'y a pas de délinquance, il y a des délinquances, il y a des violences intrafamiliales, il y a effectivement une partie de l'orpaillage sur ces secteurs-là. C'est une mission un peu particulière pour ces gendarmes, parce qu'évidemment ces gendarmes, la plupart du temps, ils vont en famille, et le seul moyen de s'y rendre, c'est soit la pirogue quand il y a assez d'eau, soit quand il n'y a pas assez d'eau, c'est l'avion quand il y a des liaisons aériennes ou éventuellement l'hélicoptère si on n'a pas d'autre solution. Donc effectivement, c'est une vie qui n'est pas facile. La gendarmerie tient sa force par sa capacité à se renforcer sur les événements, à faire monter un PSIG, une brigade de recherche, une antenne GIGN, des unités aériennes, fluviales. Et là, pour ces unités, c'est beaucoup plus compliqué parce que les renforts sont beaucoup plus longs à arriver. Il faut-il encore avoir les ressources logistiques pour les acheminer. Donc en fait, ces unités doivent être en capacité de tout gérer, quelle que soit la crise, le temps qu'on vienne les renforcer. Et effectivement, c'est une réalité qui est différente ici en Guyane que dans beaucoup d'autres territoires, notamment métropolitains. Là, on part en mission pour 3 jours
au sein des villages qui composent la communauté de Maripasoula, donc des villages isolés. Et on va prendre la tâche avec les écoles, les dispensaires, voir les problématiques qu'il y a. Et puis ça va nous permettre également de procéder aux enquêtes qui nous sont transmises, par soins transmis. Voilà. Parce que les gens sont isolés et ils ont des difficultés à venir rejoindre Maripasoula. Quand on arrive, on va déjà prendre contact avec le chef coutumier pour savoir comment ça se passe sur le village, avoir des informations. Et ici, le chef coutumier, il ne parle pas très bien français, donc c'est souvent son fils qui nous fait la traduction. Et on lui demande par rapport à l'école, par rapport aux difficultés qu'il peut avoir sur le réseau, sur l'eau potable, les choses du quotidien en fait, qui pourraient les mettre en difficulté, surtout après la période de la saison sèche où ils ont été plus ou moins coupés du monde parce que le fleuve était trop bas pour qu'on vienne jusqu'ici. Ouais, après, ouais, au niveau de l'eau, vous, il n'y a pas de souci? Non, pour l'instant ça va. Donc, pour toi, vous avez les châteaux d'eau, ça fonctionne bien? Oui, pour l'instant ça va. Ouais. Juste signer un papier, donc il n'y en a pas pour très longtemps. Oui, il n'y a plus de réseau téléphonique, parce que Digicel, c'est le réseau local, et donc ils n'ont plus du tout de téléphone, donc d'internet aussi, parce qu'ici ça fonctionnait avec Splankbox qui ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que s'ils n'ont pas de téléphone, s'il y a une urgence, ils ne peuvent pas joindre les services d'urgence à Taluène, ou nous, ils ne peuvent pas nous appeler non plus. Ça, c'est pas du ressort de la gendarmerie, mais voilà, nous, on fait remonter ces problèmes-là. C'est comme si y a eu des problèmes d'eau potable, d'approvisionnement en eau potable. Voilà, c'est des choses qui, eux, les touchent directement. Et nous, on appuie en faisant remonter nos comptes rendus de mission sur les points où ça peut poser problème. On fait l'intermédiaire entre les villages et la mairie de Maripasoula. Ah oui, c'est bien, vous connaissiez déjà. Ah, j'en connais déjà. Donc ça m'a permis de revoir des anciens élèves. Ah ouais? Voilà. Vous avez combien d'élèves justement? J'ai 32 élèves. Ah, d'accord. 32 élèves. Il n'y a pas d'électricité. Et quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Oui. Alors là, je vous assure que je déplie. Là, école dans un village isolé pour tout son sens. Oui. On a été voir l'instituteur. Donc là, lui, c'est le remplaçant. Et on prend toujours contact avec les écoles pour savoir comment ça se passe, s'il y a des difficultés, s'ils ont du matériel, s'ils veulent nous faire remonter des choses. Et ça nous arrive aussi de faire des interventions. Ici, on avait fait une intervention avec le major où on expliquait les métiers de la gendarmerie. Voilà. Et le major, c'était un grand monsieur âgé. Moi, je suis une fille d'un petit gabarit. Donc voilà, ça permet de montrer aux enfants que c'est pas forcément il ne faut pas être grand, costaud ou un homme pour être en gendarmerie. Donc ça peut leur permettre de découvrir la métropole, de faire des métiers, d'être gendarme, mais de pouvoir faire plein de choses quand on est gendarme. Donc ça ils aiment bien. Là, on va retourner sur Antekumpata et pour notre repas du soir, on a vu avec le piroguier pour faire un petit peu de pêche. Donc on va aller pêcher notre repas du soir qu'on va faire cuire après au barbecue. Super, j'espère qu'on aura une bonne prise. Voilà. C'est une activité qui est très sympa à faire,
Quand on se mêle à leurs activités ou qu'on fait la même chose qu'eux, c'est comme pour la baignade dans le fleuve le soir où on se lave. C'est vrai que c'est quelque chose qui permet de faire des liens et de permettre la discussion aussi. Parce qu'ils vont aller plus facilement venir vers nous s'ils voient qu'on se mêle avec eux et qu'on fait la même chose qu'eux. On ne s'isole pas, voilà, on vit avec eux pendant 3 jours. La pêche est bonne là? Comment? La pêche est bonne? Pour l'instant, c'est plutôt en mode régime, mais après... Là, Laetitia vient de se faire manger l'hameçon. Mais j'ai pas ramené le poisson. Et voilà. C'est ça la voix? Et je gueule presque plus fort que vous. Donc ça va être un peu plus fort, un peu plus dynamique et un peu plus d'enthousiasme. Encore! Plus fort! Ah, c'est féroce! Le stage, il y a quelques années, quasiment 10 ans, c'était un stage qui était beaucoup plus rustique, beaucoup plus dur, beaucoup plus physique. Mais au final, on s'est rendu compte qu'en termes de transmission de savoir, on était beaucoup moins efficace parce qu'on fatiguait les stagiaires et du coup, ils assimilaient pas les connaissances. Et donc finalement, il y a eu vraiment une mutation dans l'esprit du stage. Et là, c'est un stage qui se veut beaucoup plus pédagogique, quoi. Donc on essaye de les mettre en condition de fatigue parce que les économiser, c'est pas une bonne solution. Et derrière, quand ils vont arriver en forêt, ils vont tomber de haut si jamais ils sont mis en difficulté. Donc on les fatigue un petit peu, mais on essaye de les garder suffisamment lucides et éveillés pour qu'ils suivent les instructions et qu'ils acquièrent le maximum de renseignements et d'informations sur le contenu des cours qu'on leur donne, quoi. Donc là, tu viens de faire le C. Ok. Ensuite, après le C, il y a quoi? Le H. Tu as regardé ses yeux? Ouais. J'ai regardé les yeux, ils sont normaux. Parce que tu lui as fait sa sensibilité, motricité. On va pas falloir passer des heures. Le chef a récupéré tous les éléments qui lui a été donnés de par le marche que tu viens de faire. Il a sa fréquence respiratoire, il a sa fréquence cardiaque. Il se débrouille pour appeler le doc. Le doc lui dit ok, on met en place l'évacuation sanitaire. Du coup, notre blessé, vous avez ce qu'il faut à côté. On ne peut pas le laisser au soleil comme ça. L'hélico arrive prochainement. Il ne peut pas se déplacer. On va devoir le brancarder. Ça passe comme ça, gros. Non, toi soutiens sa tête, juste soutiens sa tête. 1, 2, 3. Les gars, si vous êtes fatigué au milieu, vous le dites. Qu'on lâche pas. 2, 1.
contextualise les choses ici en les mettant en situation pour qu'ils puissent restituer les gestes qu'ils ont d'ores et déjà travaillé en métropole et qu'ici on leur fait revoir. On refait un refresh de tout ce qu'ils ont pu voir en les appliquant à l'environnement qu'on a ici. Donc le coup de chaleur, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement en forêt. On joue cette situation, on apprend, on sensibilise les gens sur les gestes, les attitudes qui vont nous mettre la puce à l'oreille, qui vont nous faire comprendre que la personne fait un coup de chaud et l'attitude à avoir face à ça. C'est un exercice qui est extrêmement important puisque ça conditionne la continuité de la mission, de protéger l'intégrité de la personne concernée. C'est ce qui va lui permettre de continuer dans de bonnes conditions et de pouvoir accomplir la mission pour l'ensemble des personnels. Encore une fois, on fait ça en sécu. Si derrière on peut rebondir, on va rebondir derrière. Okay, ils vont partir avec le matos, enfin avec l'or, avec le mercure. Maintenant, toutes leurs affaires, etc., ils ne vont pas forcément les emporter, donc il y aura quand même du boulot pour vous. Donc, en fait, le schéma tactique comme ça, pour le coup, il y a pas, enfin ça pourrait être pas sujet à discussion. En fait, c'est le seul schéma tactique, c'est celui qu'on connaît, c'est celui qui est enseigné en tactique de base. Et c'est celui qui est le plus sécu surtout quoi. Ok, est-ce que c'est bon pour les phases d'assaut ou pas? Là on va faire un exercice de prise à partie. Donc on a revu avec le capitaine de l'antenne tout ce qui était réaction face à ce genre de menace, que ce soit à pied, en pirogue ou en quad. Donc là on ne va pas le jouer sur les pirogues ou sur le quad, on va le faire en fait en forêt directement. Et donc il y a deux équipes, donc là pour l'instant je vais observer, la première équipe est en train de partir, ils ont leurs ordres, ils vont progresser, ils vont se faire prendre à partie, donc ils vont devoir réagir à cette menace, ils vont devoir se poster, agir comme on nous a montré en fait, et en fait on va pouvoir faire un rétexte, corriger les petits défauts de chacun et en fait nous permettre de nous entraîner avant de partir. Au diplôme d'armes on s'est beaucoup entraîné pour le faire, parce que le diplôme d'armes on a une partie consacrée au combat. Donc on a fait ce genre de choses, même quand on fait du maintien de l'ordre, qu'on va Saint-Astier tous les 2 ans environ, on fait des exercices de prise à partie, mais dans un milieu vraiment forêt, où c'est vraiment un contexte particulier, comme ça, mis à part mon précédent stage forêt, je n'ai jamais refait de prise à partie dans un tel milieu. Alpha, mission pour toi, t'éclaires la progression. Bravo. Toi, t'appuieras Alpha de secteur de surveillance lors de la patrouille sur la gauche. Pour Alpha, ça sera devant. Charlie, t'appuieras aussi la progression au besoin, tu prendras le secteur droite. Pour tous, en avant. Contact 1 heure. Alpha, tu prends à 1 heure. Bravo, tu prends à 10 heures. Charlie, l'arrière. Allez-y, allez-y, allez-y. Ok, pour tous ces races. Sous appui de Alpha et Bravo en mutuelle, on décroche sur le point de ralliement derrière nous à 100 mètres. Compris pour tous? Décroche. Ok, quelqu'un décroche. Sur la lutte contre l'orpaillage illégal, on a 3 grands types d'adversité. Tout d'abord, on a les guerrimperos. Les guerrimperos sont les ouvriers, c'est ceux qui travaillent effectivement la matière aurifère, c'est ceux qui viennent des États pauvres du Brésil. Ils ne cherchent pas l'opposition aux forces armées et à la gendarmerie. C'est des gens qui ne sont pas méchants, qui sont très résilients, qui sont très résistants, qui sont très futés, qui connaissent parfaitement le terrain. Et lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, voilà, ils n'ont pas de violence. C'est pas des gens riches, hein, c'est des pauvres gens quoi. Malgré ce qu'on peut croire, ils vivent quand même dans des bonnes conditions d'hygiène quoi. Ils sont attentifs à leur hygiène, ils y vivent toute l'année, encore une fois, c'est leur maison, la forêt. Ils sont même parfois assez attachants, puisque il nous arrive d'être en difficulté et souvent ils aident les gendarmes ou les militaires des forces armées quand ils sont en difficulté et qu'on ne peut pas s'aider nous-mêmes. En revanche, après, les spécificités de la forêt fait qu'ils se nourrissent des animaux en forêt, donc ils sont tous armés. Le but, c'est de placer le curseur au bon niveau entre j'interviens parce que j'estime que les conditions de sécurité sont remplies, ou alors non, j'interviens pas parce que la notion d'arme est trop avérée. Ce sont des délinquants environnementaux, hein, parce qu'évidemment, ils
ils dégradent la forêt, ils n'ont aucune conscience environnementale, ils jettent tout ce qu'ils produisent. Donc effectivement, ils ont vraiment un impact majeur sur la forêt guyanaise. Ensuite, on a les logisticiens, c'est-à-dire tous ceux qui vont vivre finalement de la vente de produits à ces orpailleurs illégaux. Donc ils vont amener l'essence, ils vont amener la nourriture, ils vont amener le matériel d'orpaillage. Et ces gens-là utilisent leur matériel, leur pirogue, leur quad. Et eux ne se laissent pas faire. Ils feront tout pour nous éviter et donc jusqu'à foncer en pirogue ou en quad ou en moto ou en voiture sur les gendarmes ou sur les forces armées. Donc là, on a quand même un niveau d'opposition supérieur. Il y a malheureusement une petite partie de la population qui sont assez violents. C'est ce qu'on appelle les bandes armées et qui font régner la terreur et qui font régner la justice à leur manière. Et qui sont armés bien souvent d'armes de poing, d'armes d'épaule, bien souvent avec des gros calibres. Qui pillent les ressources des orpailleurs illégaux et qui les rançonnent en fait. Ils les font travailler, ils récupèrent 50% de l'or qui est récupéré, prétextant assurer leur sécurité. Donc pour le coup, c'est vraiment, c'est ni plus ni moins ce qu'on pourrait rapprocher à de la bande organisée ou de la criminalité organisée qu'on pourrait rencontrer en métropole. Alors pour le coup, ils ne sont pas du tout appréciés des Garimpeiros et pour nous, c'est vraiment un adversaire ultra dangereux. Qui vivent sur l'écosystème de l'orpaillage illégal soit en assurant une pseudo-sécurité sur les sites d'orpaillage, souvent par le racket en fait. On dit j'assure votre sécurité, mais en fait ils récupèrent une grosse partie de l'or. Dès qu'il y a une levée d'or, ils viennent les braquer et récupérer l'or. Ils sont extrêmement organisés, souvent des anciens militaires, des anciens policiers brésiliens pour la plupart. Et effectivement, eux n'hésiteront jamais à tirer sur les forces armées ou sur la gendarmerie quand on intervient. C'est une bande armée, la bande armée Romario, qui a tué le major Blanc il y a à peine un an. Du coup, là, vous allez participer un petit peu. Je vais prendre un responsable destruction dans le groupe 1. Vous me donnez un responsable destruction. Et je vais prendre les groupes 2 et 4 de Pax. Bon bah l'huile, ça c'est bon, le bidon identifié. Par contre les 2 bouteilles, on voit pas ce que c'est. Donc tu as 2 brindilles, tu as 2 bouteilles. Vous connaissez une autre façon vous d'identifier l'essence du gasoil? La couleur. Ouais, mais la couleur c'est pas viable. La couleur? En fonction des pays, c'est pas les mêmes. Non, la couleur, des fois ce sera bleu, des fois ce sera rose, des fois ce sera vert, ce sera jaune, en fonction même s'ils ont fait du mélange ou autre, ne vous fiez pas à la couleur. Viscosité. Alors, là, c'est vrai, tout ce qui est gasoil, on dit que c'est plus visqueux, mais ne vous fiez pas à ça. La seule méthode pour être sûr à 100%, c'est le test de la brindille. Donc là, je m'éloigne de ma source d'énergie. Il faut faire vite parce que sinon ça s'évapore. C'est ça, faut pas trop traîner. Et on s'éloigne. Donc là, on a quoi? Gasoil. Ok, gasoil. Donc tu l'identifies bien, ok? Ok. C'est quoi? Essence. Voilà, on en met bien sur les hauts pour que ça coule. Forcément, ça sert à d'en mettre à la base. L'idée, c'est que ça s'écoule sur tout ce que vous allez détruire. Et les 3 ils sont concentrés, ils communiquent. Qu'est-ce qu'on annonce, Joseph aussi? Attention, fait. On a un module qui est prévu pour la destruction. Donc pareil, on se dit dans la déroulée d'une mission, une fois qu'on s'est emparé d'un objectif, tout ce qu'on a pu saisir, soit on va le sceller, soit on va le détruire. Ce qu'on détruit sur place, comment ça se détruit, quelles sont les mesures de sécurité, avec quels moyens, etc. etc. Allez, on dépêche les gars. Attention, feu! Attention, mise à feu! Mise à feu! Ouais, on le gueule. Ok, là du coup, ton gasoil, tu peux commencer à en mettre dans le gobelet tout de suite. Alors, plus haut. Voilà, ça c'est du lancer. Vous voyez, un lancer assez haut, ça tombe en gouttelette, il y a pas mal d'air dans le gasoil. Bon, elle est comment cette ration, François? Elle est pas chaude. T'es originaire de quel quartier? Thon, lait de coco, riz basmati. Sachant que pour gagner du temps, pour pouvoir me reposer après, je ne l'ai pas fait chauffer. C'est moins appétissant que chaud, mais je préfère mon confort me reposer que de manger chaud. Bon appétit bien sûr.
Ce qui s'est passé il y a un an, on a perdu notre camarade Arnaud Blanc sur une mission forêt, sur une mission d'infiltration. C'était sur le site de Dorlin, qui est historique, hein, parce qu'en 2012, il y avait déjà eu un accrochage des militaires, deux militaires qui avaient été morts, des gendarmes blessés. C'était une mission pour déstabiliser l'adversaire, parce qu'on savait que dans le secteur, en tout cas un secteur large de Dorlin, avec plusieurs secteurs autour, il y avait une bande armée, en tout cas il y a toujours eu sur ce secteur historiquement des gens qui ont pris la main sur les ouvriers pour justement gérer ces sites. Et justement pour pas que le site de Dorlin, les GARIMP réinvestissent les lieux, on avait décidé de faire cette mission justement pour les repousser dans les zones de repli d'éventuelles bandes armées. Et la semaine d'après, on devait faire une mission plus musclée à 20 militaires de l'antenne pour aller justement tenter d'interpeller cette bande armée. Arnaud était le chef de mission, avec deux autres gendarmes de l'antenne et avec des militaires et un soutien-SAN, un infirmier. Et il devait aller taper un point logistique. Donc il a très bien travaillé parce qu'il a réussi à s'infiltrer, il a réussi à arriver jusqu'au Carbet en toute discrétion. Et malheureusement, il est tombé sur cette bande armée. Il y a eu un échange de coups de feu et une balle lui a été fatale. Il l'a pris en plein cœur, il l'a pris dans la horte et il est mort sur le coup. Donc, voilà, donc c'est une grosse perte pour l'unité. Ça nous a renforcés, ça nous a endurcis. C'était quelqu'un de très convivial, qui adorait l'unité, qui adorait son boulot de gendarme et plus particulièrement le boulot de l'antenne. Il adorait les missions forêt, il adorait les missions d'interception de pirogues, d'infiltration. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour la cohésion, qui faisait beaucoup pour la collectivité, il faisait partie de l'association. Il avait beaucoup d'idées, c'était quelqu'un de très dynamique, voilà, donc, qui nous manque. C'était quelqu'un qui adorait ce qu'il faisait en fait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui était très proche de tout le monde. Il ne laissait jamais quelqu'un tout seul dans un coin. Et il arrivait toujours à embrayer sur un sujet. Il avait la blague facile, il aimait bien être taquin. Et on l'aimait comme ça. Et voilà, c'était quelqu'un qui trouvait toujours un sujet de conversation. Et voilà, il ne laissait jamais quelqu'un sur ce côté. Et c'était quelqu'un de très présent à l'unité. Je suis arrivé en même temps que lui au PAM 2019, à l'été 2019, et on a passé de bons moments ensemble. Voilà. Donc c'était un super camarade. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Évidemment, on a une délinquance qui prospère ici en Guyane, qui est liée au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, qui traverse la Guyane, soit pour aller au Brésil, soit pour aller rejoindre l'Europe, et qui génère un flux d'activités délinquantes assez important. On a aussi un autre phénomène particulièrement prégnant ici en Guyane, c'est la circulation des armes, et des armes à feu. La gendarmerie saisit l'an dernier, en 2023, a saisi 272 armes à feu ici en Guyane, et c'est le quotidien du gendarme. Ici, nos délinquants sont armés, sont régulièrement armés, et on a souvent des utilisations des armes par les délinquants lors des faits de violence à main armée, etc. De toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est l'unité la plus intense que j'ai eu à commander ou dans laquelle j'ai pu être affecté.
nul autre endroit n'a été aussi intense, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue de l'activité de commande compagnie que je peux avoir. Nul autre n'a eu d'égal jusqu'à ce jour. Sur la commune de Saint-Laurent, la population a une moyenne d'âge d'environ 17 ans. C'est une population particulièrement jeune. Il y a de gros enjeux derrière cette population-là. Moi, c'est du boulot. Ouais. Quand je regarde chez BM en révision, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ok, Allez. Non. Ah, ok. Alors sur Saint-Laurent-du-Maroni, la criminalité est principalement constituée aujourd'hui de faits de violence relativement importants. On a beaucoup de vols à main armée. Alors quand je dis vol à main armée, c'est principalement aujourd'hui avec des armes à feu. On peut dire qu'effectivement, 1/5 des vols à main armée commis au niveau national le sont sur la plaque saint-laurentaise. Alors du coup ici on est dans un squat là par là où on a déjà trouvé pas mal de cartouches. La semaine dernière on a fait un contrôle, on a trouvé 49 cartouches. C'est un quartier sensible où il y a pas mal de délinquants, de voitures volées, d'auteurs de VAMA. Il y a pas mal d'enquêtes dans ce quartier qui se déroulent, où ça se poursuit un petit peu. Et donc là, quand on est arrivé, on a bien vu, tout le monde s'est barré en courant. On essaie de prendre un maximum de renseignements, de prendre toutes les identités. Et puis des fois, on a des gens qui sont recherchés et puis on peut les interpeller, les ramener à la brigade pour faire des vérifications. Dès qu'ils nous voient, dès qu'ils peuvent, ils partent. Il n'y a aucun intérêt pour eux de rester ici, à part de source à embrouille pour eux, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de stupéfiants, des armes qui traînent dans le coin, et ils servent un peu de guetteurs, ils renseignent, donc voilà. Gendarmerie! Ici, comme on voit derrière, là, il y a un tas de talus, c'est un endroit en fait, où il y a pas mal de mecs qui se regroupent, des jeunes surtout pour le stupéfiant. C'est déjà arrivé qu'on retrouve, grâce au maître chien, de trouver des pochons de stupéfiants dans les détritus. Ils cachent ça, ils camouflent ça, c'est un peu compliqué à trouver vu qu'il y a pas mal de saleté. Le chien il a du mal à détecter, mais en fouillant par habitude, on sait qu'ils viennent là, ils se regroupent là, donc on retrouve régulièrement des choses. Ah ouais, c'est conditionné en petits sachets. C'est de l'herbe. Ouais, de l'herbe. Ça, c'est de l'herbe. Et là, en fait, il y a le pochon et ils viennent conditionner dans les petits pochons bleus. Alors, en matière de stupéfiants, il y a une certaine circulation de produits. Je dirais qu'on est un lieu de passage, un lieu de transit de stupéfiants et notamment de cocaïne. Assez régulièrement, on constate et on interpelle des personnes porteuses de produits stupéfiants, porteuses de ce que l'on appelle ici, nous, des ovules de produits stupéfiants.
qui sont d'un poids de 7 à 10 grammes. Ovule qui, à terme, à très court terme, est ingéré par la personne dans le but d'être envoyé en Europe via les vols vers la métropole. Donc on est dans les bureaux de l'antenne GIGN à Cayenne et on va partir en mission héliportée. C'est une mission Anaconda avec 2 hélicoptères avec 8 personnels engagés. Dans le cadre de la mission de lutte contre l'orpaillage illégal, on va faire plusieurs assauts aériens, on va travailler sur toute la Guyane pour aller détruire le matériel de production des garimperos, donc des orpailleurs illégaux. Voilà. On va s'atteler essentiellement sur les chantiers alluvionnaires, on va détruire leurs motopompes, leurs moteurs qu'ils utilisent pour ponctionner l'or dans la terre guyanaise. Donc c'est une mission qui est difficile, qui est endurante, qui est physiquement dure, parce qu'on enchaîne plusieurs secteurs, plusieurs sites. On casse le matériel de production à l'aide de masses, de scies, pour neutraliser les garimperos. C'est un camp actif, c'est notre prochain point. Big difference, I think it's the law.